Bien. Alors, Jean-Claude Rollinat, même question. Que faire? Alors, je n'apporterai pas de réponse. Je souhaiterais revenir sur l'un des chapitres qu'a abordé Karl tout à l'heure et qui est une question, à mes yeux, fondamentale, une menace colossale. C'est une bombe. Nous avons une bombe qui va nous péter à la gueule. Cette bombe, elle n'est pas iranienne, elle n'est pas pakistanaise, elle n'est pas russe, elle n'est pas américaine. Cette bombe, c'est la bombe noire. Je voudrais aborder le problème rapidement de la démographie africaine. L'homme blanc est arrivé en Afrique au 18e, fin 18e, 19e pour évangéliser, pour coloniser et pour civiliser. L'homme blanc a apporté ses méthodes sanitaires, ça a été long, progressif, et petit à petit, les maladies ont été éradiquées et la mortalité infantile, et quelque part c'est bien heureux, s'est effondrée. Encore que, dans certains pays, elle est toujours à un taux très élevé. Mais dans le même temps, aucune méthode n'a été prise pour assurer la régulation des naissances. Un exemple, je souhaite que pour les personnes qui ne sont pas tout à fait convaincues, qu'elles prennent conscience de ce drame qui nous pend au nez, parce que le trop-plein se déverse massivement chez nous. Au début du 19e siècle, l'Afrique comptait 100 millions d'habitants. À la fin du 21e siècle, la population africaine représentera 40% de la population de la planète. C'est-à-dire que le péril jaune de nos grands-pères et arrière-grands-pères sera relégué au magasin des accessoires obsolètes. La grande menace, elle est démographique et elle vient du continent noir. Alors, le fardeau de l'homme blanc, pour parler comme Kipling, ou parler de race blanche comme Dame Morano, c'est notre mission, c'est notre responsabilité, c'est notre devoir d'empêcher des migrations massives. Et pour empêcher ces migrations massives, il y a deux solutions, conjointes, parallèles. C'est halte aux avantages sociaux, c'est un mur, là où on pourra l'édifier, comme le font les Espagnols à Ceuta et Melilla, et c'est aussi et surtout faciliter le développement sur place de ces populations. Et ça coûtera bonbon, mais mieux vaut payer un HLM à Brazzaville qu'un HLM à Sartrouville. Alors, quelques chiffres pour que vous puissiez les glisser à votre voisin ou à votre concierge qui serait sceptique sur la question. Ah, le climat qui nous menace, les océans qui vont monter. Je vous le dis tout de suite, je suis un climato-sceptique. Mais on verra, la planète a bougé au cours des siècles passés, il y a eu des réchauffements. Pourquoi le Groenland s'appelle Groenland? Parce qu'au 9e ou au 10e siècle, les Vikings, ils pouvaient cultiver des patates. Enfin, je schématise. Eh bien, prenons un pays comme le Niger, la République du Niger, capitale Niamey, c'est là où on va chercher notre uranium. Eh bien, il y avait, au moment de l'indépendance accordée par De Gaulle, en 1960, 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 17. En 2040, ils seront 40. Et il n'y a rien à bouffer. C'est un désert. Vous aviez la Rhodésie, qui s'appelle maintenant le Zimbabwe. Eh bien, la Rhodésie, à l'époque des colons blancs, qui effectivement avaient tiré les ficelles et conservé le pouvoir politique exclusivement pour eux, ce pays était en passe de devenir un pays développé, moderne. Monsieur Mugabe, qui a pris le pouvoir, a envoyé ça aux oubliettes du passé. Aujourd'hui, pour acheter un paquet de cigarettes, il faut une brouette avec des millions de dollars zimbabwéens dedans. Et l'Afrique du Sud, de ces vilains blancs, de ces racistes de l'apartheid, qui assuraient un niveau de vie largement supérieur à ces noirs à tous les autres pays d'Afrique. J'en parle en connaissance de cause, j'y ai mis les pieds 2 fois. Une fois pendant la période de l'apartheid et une fois pendant la période post-apartheid. Eh bien, ce que les Blancs avaient fait, dans leur intérêt, bien entendu, mais quand les Blancs étaient heureux, qu'ils travaillaient et que leur business marchait, c'est toutes les communautés noires qui en profitaient. Aujourd'hui, nous avons un pays qui, l'Afrique du Sud,
connaît un taux de criminalité record, pire qu'au Brésil, c'est peu dire, avec un chômage énorme tant pour les Blancs que pour les Noirs. Il y a 400 000 Blancs qui sont quasiment à la soupe populaire. Et vous avez toute une kleptocratie d'Africains, 10% de la population, qui vit fort bien, roule le derrière dans des Mercedes, etc., et qui se moque pas mal du sort de ces coreligionnaires qui continuent à croupir dans des townships, dans des bidonvilles. Bon, cette Afrique-là, elle est dans une situation dramatique. On a beau nous bassiner, les beaux news magazines en couleur ont beau dire que l'Afrique est promise à un avenir radieux parce qu'elle est riche, etc., etc. Oui, elle est riche, mais elle est mal développée et une clique de profiteurs, car le népotisme est une chose bien répandue, la corruption, j'en parle pas, tout cela ne va pas dans le bon sens et n'est pas très favorable à l'avenir de notre continent, à nous, Européens, car toutes ces masses de miséreux n'ont qu'une idée en tête, grâce à Internet, grâce à la télévision, toutes choses qui n'existaient pas à l'époque des bons pères blancs. Ces gens-là voient comment nous vivons, et ils pensent qu'en arrivant ici, ils auront la même chose. Partout en Europe, nous avons des colonies de Noirs qui viennent en espérant trouver un monde meilleur. Alors vous les retrouvez autour de la Tour Eiffel en train de vendre leur bain-blotterie, vous les voyez à Rome comme je les ai vus moi aussi à vendre des bricoles ou des parapluies, en général il pleut assez rarement à Rome mais ça fait rien. Voilà la situation. La situation elle est dramatique. C'est la situation de la démographie de ce continent et moi je souhaiterais personnellement que tout le monde en prenne conscience que c'est la menace number one. C'est la grosse menace démographique pour nos pays. Alors je n'ai pas la solution, mais je pense que la régulation de l'immigration, stop, comme le disent les Australiens, no way, il faut faire savoir en Afrique qu'il n'y a pas d'avenir pour les Africains en Europe, que l'avenir des Africains est en Afrique. Et c'est à nous, pays européens, de contribuer financièrement, oui, il faut le faire, pour faciliter le maintien de ces populations sur place et leur assurer un développement. J'ai un de mes amis qui est allé au Congo-Brazzaville et qui a essayé de monter, c'est un pays qui n'est pas musulman, il a essayé de monter une petite industrie dans le port. Et parce que c'est un pays où le climat permet beaucoup de facilité, bien qu'il fasse très très chaud. Eh bien, il s'est heurté à une administration pire que l'administration française, c'est pas peu dire, mais enfin, ils avaient de qui tenir. Et il n'a pas pu réussir à créer sa petite coopérative où les Noirs se seraient auto-alimentés, ils auraient élevé leurs porcs, ils les auraient vendus, etc., etc. Et évidemment, il avait avec lui amené des charcutiers de métier professionnels pour apprendre à des jeunes Congolais à travailler la viande. L'affaire a capoté. C'est bien dommage. C'est en multipliant des petites tentatives de cette sorte pour fixer les populations qu'on arriverait à fixer les populations. Et non pas des grosses sociétés qui viennent, qui exploitent, qui s'en mettent plein les fouilles et qui, une fois que les gisements ont été épuisés, rentrent chez elles. Voilà. Moi, mon message et ma crainte personnelle, avec les indices synthétiques de fécondité des différents pays africains que j'ai encore consultés hier, c'est affolant. Nous sommes à 1,8, pardonnez-moi mesdames, à 1,8 enfants par femme en France, et il faut tenir compte de la natalité des populations allogènes, bien entendu, qui entrent dans ce compte. Mais enfin, nous sommes mieux lotis que nos voisins. Mais en Afrique, c'est 6, 7 enfants par femme. Or, la solution, c'est pas, comme certains imbéciles me l'ont dit, eh ben oui, il en meurt, tant mieux. Non. Mieux vaut que les enfants ne meurent pas, mais qu'il en naisse moins. Je vous remercie. Oui, Philippe, Randa, à toi la parole, à toi la réponse. Alors, il y a un gros inconvénient à parler en dernier. C'est pas d'apporter la réponse, que faire, mais que dire d'autre après des orateurs qui ont longuement parlé et qui ont apporté beaucoup d'explications à la situation actuelle.
Mais il y a aussi un avantage, c'est que tout le monde espère, on me fait signe d'ailleurs qu'il faut être bref. Donc je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'être bref et répondre à la question initiale. Que faire ? Alors, que faire ? Il y a déjà une chose, c'est changer de logiciel. Le logiciel qui a été le nôtre, celui de la plupart des gens ici, des organisateurs, des militants, des gens qui depuis 30, 40 ans militent pour avertir nos compatriotes d'un avenir incertain, d'un avenir dangereux, d'un avenir catastrophique. Et évidemment, en premier lieu, celui de l'invasion migratoire qu'on a annoncé. Jean Raspail, avec son livre « Le camp des saints », et bien d'autres ont tenté d'avertir en disant le grand problème, parce que tous les autres découlent globalement de cette immigration, bien, ce logiciel était le bon, on avait raison, mais on n'a pas été entendu. Ce logiciel n'a pas fonctionné. Les gens ont nié, d'abord nos gouvernants ont nié qu'il y avait une immigration. L'immigration sauvage, je vous le rappelle, est interdite depuis 1974 en France. C'est ce qu'on nous a répété pendant 30, 40 ans et jusqu'à cette année. Et cette année, et pour cause, avec l'invasion migratoire qu'on a vue en Hongrie, venant de Syrie et autres, on ne peut plus nier que l'invasion, là, effectivement, ils sont là. Plus personne ne nie que la colonisation arrive. C'est 24 000 pendant l'été, mais les chiffres officiels annoncés par l'État allemand et les autres, c'est 1 million avant le 31 décembre 2015. C'est-à-dire 1 million de réfugiés, puisqu'on ne dit plus immigrés, vont arriver avant le 31 janvier. C'est annoncé. Donc ça ne sert à rien de prévenir nos compatriotes, de continuer de prévenir nos compatriotes. Maintenant, c'est fini, ils sont là. Et ils sont là, pas seulement 1 million, puisqu'on en prévoit déjà officiellement 1 million de plus l'année prochaine. Et le formidable appel d'air, évidemment, que l'accueil de ces étrangers fait en Europe laisse prévoir que d'autres millions sont prêts à partir, sinon sont peut-être même déjà partis. Donc il faut changer de logiciel. Bien penser que ce n'est pas parce qu'on a eu raison pendant 30 ou 40 ans que ça a servi à quelque chose. Mais on a peut-être un avantage sur tous les autres. C'est que moi, là je parle en mon nom, mais je pense aussi que la plupart des gens comme moi qui avons alerté sur ce sujet ne sommes pas paniqués par ce qui s'est passé cet été, par l'arrivée de ce million de personnes que l'on a prévu. Alors que nos compatriotes qui l'ont nié, qui ont cru tous les discours des autres, eux, même si brusquement ils ne vont pas dire « oui, vous avez raison », moi j'en entends pas beaucoup dire « oui, vous aviez raison, on aurait dû vous écouter ». Non, mais maintenant ils ont peur. Et la peur est un formidable levier pour faire changer les choses. Ils ont peur pas des attentats, oui, on a tous peur des attentats, mais c'est pas ça, les attentats, c'est quelque chose qui est assez logique, on sait comment on peut le prévoir, comment on peut arranger les choses, puis les attentats, c'est toujours ailleurs, c'est toujours loin, c'est pas dans nos campagnes. En revanche, 1 million d'immigrés qui arrivent et que l'on va dispatcher dans l'ensemble du territoire français, enfin européen, mais le million va être bientôt en France aussi, puisqu'on parle de répartition. Là, d'une façon diffuse, ça fait peur aux gens, parce qu'ils se disent « oui, mais que va-t-on en faire ? On est déjà à 6 millions de chômeurs. » Et puis, nous sommes une population vieillissante, paraît-il. Qui dit vieillissement dit retraite. Les retraites sont déjà pas terribles à entendre tous ceux qui touchent la retraite. Moi, c'est pas encore mon cas. Mais ces gens-là se disent « oui, mais il va bien falloir trouver l'argent. » Et quand on a 6 millions de chômeurs, qu'on rajoute 1 million d'immigrants en plus, et ils savent bien, ils comprennent bien confusément que c'est pas 1 million de travailleurs, c'est pas tous, il y a des travailleurs, il y a des gens très qualifiés, bien entendu, mais pas sur 1 million de personnes. Et là, ils commencent à avoir tellement peur d'une façon diffuse que, ils disent pas, oui, vous avez raison, on va voter pour vous qui, depuis 30 ans, qui vous présentez à une élection. Oui, ils vont peut-être voter, d'ailleurs, ils vont peut-être changer de vote, on verra ça dans 2 mois. Mais cette peur-là fait que les choses ne sont plus les mêmes et participe à ce mouvement que
Guillaume Fay a inventé une expression que je trouve excellente, c'est la convergence des catastrophes. La peur véhicule les catastrophes, les accélère, mais peut être aussi une excellente chose, car c'est dans les catastrophes que, comme le phénix, une civilisation peut renaître ou qu'une autre civilisation peut naître. Il se trouve que j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire. J'ai même écrit quelques livres d'histoire, j'en ai publié beaucoup d'autres. Et si on prend du recul vis-à-vis de l'histoire du monde entier, à toutes les époques, les grandes catastrophes, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Mais l'humanité est toujours là. L'humanité survit. Certes, on parle de la chute de l'Empire romain et de la fin de la civilisation romaine, mais il y a eu d'autres civilisations après celle de l'Empire romain, qui, moi, me convenait parfaitement. Je regrette peut-être qu'elle n'ait pas vu la pérennité jusqu'au bout, mais est-ce qu'une civilisation doit toujours perdurer? C'est une autre question, un autre débat. Donc, je suis peut-être éternellement optimiste, mais dans cette convergence des catastrophes dans laquelle on est plongé là, de fait, j'y vois, moi, tous les espoirs d'un autre monde. Oui, et je reviens à l'intitulé de cette journée, oui, un autre monde, bien sûr, est possible. De toute façon, il y aura un autre monde. Mais cet autre monde ne sera pas forcément terrible. En revanche, il va nous coûter très cher en souffrance et en vie humaine, très probablement. Et là, je terminerai. Jean-Claude Rollinat a abordé ce sujet qui, moi, me semble crucial également. C'est celui de la surpopulation du monde. Lorsqu'on a annoncé, il y a 2 ou 3 ans, je crois, on avait choisi une petite fille des Philippines, je crois, symboliquement, comme la 7 milliardième personne vivant, humaine, personne vivant sur Terre. On a annoncé ça comme un truc fantastique, la 7 milliardième, cette petite fille. Oui, elle était sûrement gentille, cette petite fille, elle était choisie symboliquement en plus. Mais c'est la pire des catastrophes qu'on annonçait au monde, et personne ne l'a réalisé à ce moment-là. Mais en voyant maintenant ces flux migratoires, réellement cette invasion qui se fait, les gens maintenant vont prendre conscience de ça. Et maintenant, ils vont peut-être réagir quand on va tenir un autre discours que celui des gouvernements actuels qui ont perdu toute crédibilité. Regardez Angela Merkel qui veut accueillir tous ces réfugiés. Il n'a pas suffi d'une semaine pour qu'immédiatement, dans ses propres rangs, partout, on s'élève pour dire « mais c'est de la folie ». Mais elle est toujours chancelière d'Allemagne. En France, évidemment, le gouvernement français ne pouvait pas être à la traîne. Il a immédiatement annoncé que lui aussi allait accueillir des tas de réfugiés. Ça n'a pas fait l'unanimité, loin de là. Mais il y a un gouvernement, le gouvernement hongrois, qui lui, depuis le début, a dit « non, nous n'en voulons pas ». Et la cote de popularité de ce gouvernement-là, dans son peuple, a augmenté. Alors, voir tout en noir en pensant que l'avenir n'est pas pour nous, ben je crois qu'au contraire, on s'y est préparé et grâce à cette préparation, on sera beaucoup plus apte à faire front. Merci de votre attention. Oui, alors, est-ce que la situation n'est pas quand même très, très tragique quand je constate que les élites de notre pays, élites politiques, élites intellectuelles, élites philosophiques, sont du côté de l'ennemi. Quand je constate qu'il n'y a pas beaucoup de résistants, quand je constate que les partis politiques, y compris ceux qui se prétendent nationaux, et notamment le plus important d'entre eux, se couchent allègrement, eux aussi, devant les lobbies, que ce soit les lobbies francs-maçons, les lobbies juifs, cherchent à plaire. Est-ce qu'on peut
trouver une espérance, c'est la question que je pose à mes amis, dans une situation où les élites, y compris de notre camp parfois, trahissent le peuple. Je voudrais ajouter aussi qu'il me paraît très important aussi de se structurer idéologiquement. Il faut lire, il faut avoir des racines solides pour donner des fruits. Il faut se battre intellectuellement. Il faut lire, et évidemment, je vous demande de lire Rivarol, journal hebdomadaire dans lequel j'ai l'honneur de tenir une chronique. Je vous invite, il y a un stand Rivarol, rendez-vous sur le stand, abonnez-vous, soutenez notre journal qui en but évidemment, comme vous le savez, à de multiples attaques et des procès où on nous réclame des sommes tout à fait colossales. Alors, voilà, donc on va refaire un rapide tour de table. Karl, veux-tu dire ton sentiment ? Merci Robert. Rapidement, moi je pense que, je vais vous dire une banalité, l'histoire est faite par les hommes, et au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, certains intellectuels ou pseudo-intellectuels venaient nous expliquer que c'était la fin de l'histoire. Mais il n'y a pas de fin de l'histoire. L'histoire est faite en permanence par les peuples, par les hommes, à condition que ceux-ci aient envie d'agir sur leur destin, sur leur avenir, sur leur vie. Donc moi je crois qu'il est encore possible aujourd'hui d'organiser une résistance totale. Nous avons subi les internationalismes marxistes, libéraux, nous avons les menaces dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais à partir du moment où il existe encore une conscience identitaire, une conscience nationale, un attachement à des valeurs, une conscience de l'attachement à un patrimoine, une histoire, un héritage. Il suffit à un peuple, s'il est encore majoritaire chez lui, ce qui est notre cas, d'avoir la volonté de s'organiser et d'agir. Nous ne sommes pas simplement ici pour analyser, nous l'avons fait tout à l'heure, pour réfléchir, nous sommes là pour l'action et l'engagement. L'histoire est faite par les hommes et les peuples qui s'engagent, pas par ceux qui subissent. Donc le seul message que je souhaite vous faire passer, c'est de dire organisons-nous et organisons sous la forme qui nous paraît les uns et les autres la plus pertinente ou qui correspond le mieux à chacune de nos personnalités. Certains vont vouloir mener le combat intellectuel, c'est superbe. Certains vont vouloir mener la bataille culturelle, c'est magnifique. D'autres vont vouloir mener la bataille sur le terrain de l'économie, du social, et d'autres vont vouloir mener la bataille politique. La résistance, la réaction, la reconquête doit être totale autour de la notion de la communauté de valeurs et la communauté d'identité, la communauté nationale. Certains vous expliquent que la République efface toutes les communautés. Et qu'en est-il de la communauté nationale du peuple français, qui est le fondement même de l'héritage national, social et historique qui est le nôtre? D'autres vont vouloir organiser la riposte autour de leurs valeurs spirituelles. Il se trouve que la France est une terre et que l'Europe est une terre composée de différents héritages dont nous avons parlé tout à l'heure, mais porteuse aussi d'une longue mémoire spirituelle et religieuse. Alors quel que soit l'attachement des uns et des autres, il faudra rappeler que la France et l'Europe ne sont pas terre d'islam et que nous n'avons pas besoin de rentrer dans la querelle de savoir si telle ou telle organisation musulmane est plus ou moins radicale, plus ou moins révolutionnaire, plus ou moins politique. Il faut être clair, la France n'est pas terre d'islam, l'Europe n'est pas terre d'islam. Nous allons devoir nous défendre qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos valeurs. Et c'est au tour, malheureusement, il faut le dire, nous n'échapperons pas dans le système démocratique qui est celui d'aujourd'hui, nous n'échapperons pas
au combat politique. Alors je sais que beaucoup ont des réticences à l'engagement politique, compte tenu du fait que les dés sont pipés, que tout est biaisé, que la démocratie de fait n'existe pas, puisque nous savons les uns les autres comment l'opinion est manipulée, qui contrôle le pouvoir culturel, qui contrôle le pouvoir médiatique. Bref, tout ceci, nous le savons, tout cela, nous le savons, mais nous devons combattre, nous devons nous engager. Et si, en effet, nous observons de manière rationnelle les rapports de force et la situation, eh bien on peut se dire qu'a priori tout est difficile. Mais je crois, mesdames et messieurs, que nous n'avons pas d'autre choix que l'engagement, que l'essence même de l'histoire d'un peuple, c'est l'action et c'est l'engagement. Nous avons, et j'en termine, puisque nous sommes un siècle après la Grande Guerre civile européenne, nous avons tous, peuples d'Europe, payé largement le prix des guerres internes à l'Europe, et en particulier celle de la Première Guerre mondiale, qui a été désastreuse et dont on peut considérer qu'elle a été le commencement du grand déclin de la France, en tous les cas en Europe et dans le monde. Mais s'il existe encore une minorité française et une minorité de peuples d'Europe pour porter un autre modèle politique, pour porter une autre espérance de l'Europe. Moi, je crois que l'on peut faire la grande Europe libre, la grande Europe des nations souveraines et des peuples libres, la grande Europe qui pourra peser dans l'histoire du monde en faisant le lien entre l'Europe, l'Union européenne actuelle et la Russie. C'est autour de ce grand pôle de civilisation, autour de nos valeurs, autour de la fierté nationale européenne que nous allons devoir mener la bataille. C'est cela ou c'est rien. Et si nous menons cette bataille sur le terrain aussi politique, qui est un terrain essentiel, parce que malheureusement, d'une manière ou d'une autre, en démocratie, tout est politique, eh bien l'espoir restera possible pour demain. Merci. Merci Karl. Gabriele, tu disposes de 3 minutes 50 secondes et 3 dixièmes. Bon, faisons d'abord la part de choses, parce que nous avons l'habitude de voir la situation générale comme si ce n'était que celle que nous avons chez nous. Il ne faut pas oublier la chose principale, c'est que l'Europe a perdu la Deuxième Guerre mondiale dans son entièreté. Alors, les seuls qui ont admis de l'avoir perdue, c'est-à-dire les Allemands, sont les seuls qui essayent de toute manière, même aujourd'hui, de faire la part de choses et d'avoir un minimum de politique. Les autres, ce sont des élites évidemment vendues. Ça me paraît normal. Alors, ce qui se passe, c'est l'Europe étant un pays, pour moi, étant une nation occupée, étant une nation de patrie occupée, et c'est le principal ennemi de grands vainqueurs de la guerre mondiale. Le Conseil of Foreign Relations, le CFR, c'est lui qui a déclenché la guerre en 1945, en préparant depuis 1933. C'est lui qui, depuis 1932, tient la Maison-Blanche, avec la seule exclusion de John Kennedy. Dans son programme, dans ses relations officielles, fin 2014, a dit le seul problème, la seule peur des Américains, c'est que l'Europe se réveille et c'est que l'Allemagne puisse s'entendre avec la Russie. Contre ça, on sommes même prêts de faire la guerre, le reste, pas du tout. Le reste, on s'en fout. Donc, ça me paraît évident que l'Europe, les élites, si tu dis, les élites européennes trahissent l'Europe. Mais la question, ça va un peu plus loin que là. Ça va un peu plus loin que là, ça va dans le sens que l'Europe, depuis une quarantaine, 50 ans d'années, est atteinte du sida. Sida mental, culturel, spirituel, ce qui est venu dans l'après de 68. Et ces sida nous attend à nous aussi. Parce que le sida, c'est contre notre mythe, contre notre source. C'est le sida contre la virilité. C'est le sida contre l'idée du père, du pater, de la patrie. C'est le sida contre l'axe. Alors, le problème, c'est que nous avons, même quand nous essayons de faire des choses, on s'attache, on est toujours pris par l'angoisse de l'avenir, par l'espoir, et par la prêche,
Donc ce sont des trucs normalement d'hystérie non masculine. Et le problème, c'est que nous-mêmes, nous sommes atteints du sida. Alors, il faut guérir le sida. Guérir le sida, ça veut dire être beaucoup plus ferme en soi-même et avoir toute autre attitude, même dans l'opinion politique. Que ce soit un truc purement européen, ça le prouve une chose. Bon, je ne partage pas la représentation du réel qu'on entend de faire pour se créer des mythes. Donc, je considère la Russie très importante pour nous parce que notre espace vital, et même à niveau potentiel, c'est notre espace vital, mais je ne rêve pas sur la Russie pour 2 millions de choses. Mais qu'est-ce qu'on attaque, qu'est-ce que ça fait frémir contre Poutine, le genre d'habitude? C'est pas l'Ukraine, ce sont le féminin, le mariage gay. Alors, et donc, et nous qui sommes hyper occidentalisés dans cette histoire, nous voyons dans ça la grande différence de Poutine par rapport à l'Occident. Mais c'est la même chose c'est pour Daesh, la même chose c'est pour la Turquie, la même chose le Japon, le Chine. Je veux dire, il n'y a que nous qui sommes atteints du sida, et ça c'est important parce que si on ne guérit pas du sida, le reste, bon, il n'y aura pas il n'y aurait aucun sauveur. J'ai cru beaucoup de choses dans ma vie, je me suis beaucoup trompé, mais une erreur que j'ai faite il y a une trentaine d'années, quand je rencontrais Roland Elie, l'organisateur de cette journée, et qu'il m'entraînait sur cette voie, je me suis fait une douce frayeur en me laissant entraîner, il n'a pas beaucoup insisté. Je croyais à l'époque, j'avais une vingtaine d'années comme lui, que les choses allaient changer très vite. C'était là l'erreur. La France, le monde n'était pas prêt à changer. Finalement, quand je me replonge 30 ans en arrière, je m'aperçois que le monde a évolué, a changé, bien sûr. Pas tant que ça. Pas tant que ça jusqu'à cette année. Parce que, toujours la même chose, on niait l'évidence, on niait cette colonisation, cette déliquescence des mœurs, cette délinquance qui augmentait. Aujourd'hui, plus personne ne le nie. Et donc, c'est le moment où vraiment je suis convaincu, est-ce une erreur de plus? Je pense que non. C'est le moment où les choses vont bouger. Et donc, ce n'est pas maintenant que l'on doit se démobiliser. Ce n'est pas la peine d'avoir pensé et fait tout ce qu'on a fait pour se dire, finalement, ces personnes, on n'arrivera à rien. Non, c'est au moment, la bataille est lancée maintenant. C'est maintenant qu'il faut être mobilisé, plus qu'avant encore. Bravo. Bravo Philippe, sur cette note d'espoir. Nous allons maintenant passer au déjeuner. Je vous souhaite un bon appétit et je vous propose de nous retrouver sur les stands et notamment sur le stand de Rivarol, entre autres. À tout à l'heure, 14h30, à tout à l'heure.